Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Plus d'infos dans une poignée de minutes. Hello tout le monde, moi c'est Cassie, je suis start-upeuse routière et ça c'est mon caillou. Dommage pour Valoche, sa roche sédimentaire du Carbonifère est pire qu'un fantôme du passé, un vrai cauchemar. Mais sa roche pourrie va devenir une édition limitée, parce que Valoche ne se doute de rien, mais je vais tuner sa roche. Ouais, parce que je suis comme ça, A to the X, Alex. Prépare-toi à te la jouer, mate un peu ta nouvelle roche. Oh la barbe! On peut le dire, ça tue! On a refait toute la carrosserie en incrustant des staurotides, du quartz 22 pouces. Jean de culasse. Cassos! Contrôle technique, ok. Je peux avoir mon caillou plutôt? Vous aussi, pimpez vos roches à la maison grâce au métamorphisme. Pour ce faire, rien de plus simple. Il vous faudra du magma, une montagne ou une zone de subduction. Direction le sud de la France pour ce tout premier épisode de Rock Trip. Et je vous retrouve ailleurs, mais aujourd'hui, car nous allons illustrer ce magnifique phénomène géologique qu'est le métamorphisme. Et pour ça, nous avons l'immense honneur d'accueillir Margot. Bonjour. Qui est doctorante et spécialiste en métamorphisme. Margot, quelle est ta roche préférée? Eh bien, je pense qu'on peut voir que j'adore le bleu. Du coup, je dirais un schiste bleu. Oh waouh! Est-ce qu'on va en voir? Eh bien non, Jamie. Merci. Mais d'abord, c'est quoi donc que le métamorphisme? C'est ce qui vous donne des très jolies choses comme ça, ou encore ça qu'on a pu filmer en Guyane. En bref, c'est un phénomène qui va transformer des roches malmenées par la vie. Si une roche est enfouie en profondeur, si elle se prend une météorite dans la mouille, notre roche va être recuite et ou comprimer sa race. Et du coup, tous les minéraux dans la roche vont se réarranger pour être à l'équilibre avec ces nouvelles conditions. Ok. C'est une transformation qui ne change pas la chimie de la roche. Ce relooking peut donner différents résultats selon chez qui vous allez. Chez une Christina Cordula qui vous rendra haute sans pression, chez un Etchebest qui vous fera un pressing devant toute la France en vous hurlant dessus, ou chez un Exhibit qui mettra 14 écrans plats sous votre bas de caisse, ce qui vous fera stresser à chaque dodane, en plus de faire chauffer le porte-monnaie. Dans la nature, le relooking Etchebest, haute pression, basse température, correspond aux zones de subduction quand une plaque tectonique glisse sous une autre et s'enfonce très vite en profondeur. Le relooking Cordula, basse pression, haute température, c'est le magma qui s'installe dans l'appart en dessous et qui vous chauffe les doigts de pied au-delà du raisonnable. Et Pimp My Ride, c'est quand une chaîne de montagnes se forme et c'est pile poil ce qui nous intéresse ici. Donc un truc un peu moyenne pression, moyenne température, comme ça. Et là, ça va être intéressant parce que tu as un peu un mélange des deux. Les roches en profondeur, elles vont subir pas mal de conditions différentes. Et c'est un métamorphisme dit barovien. Ok. Et ces différents types de métamorphisme, ça génère différents types de roches, c'est ça? C'est ça, exactement. Et si on est là, c'est que nous sommes au paradis du métamorphisme. Le massif sur lequel on se trouve appartient à une vaste chaîne de montagnes qu'on appelle la chaîne varisque ou hercynienne chez les Français. On en retrouve aujourd'hui des bouts en Bretagne, dans les Vosges, le Massif central et la Corse par exemple. Cette chaîne est née avec la formation de la Pangée quand les supercontinents Gondwana et Laurussia se sont fait un gros bisou. Forcément, tant d'amour, ça vous change un homme. Enfin, surtout une roche. Bousculé, enfoui, cisaillé, chauffé, notre caillou s'est fait métamorphiser le portrait. Franchement, c'est trop beau. Et si ce massif des morts est un cas d'école en géologie, c'est qu'on peut y suivre le gradient de métamorphisme barouvien. En se baladant, on marche littéralement sur cette ligne. Et ce premier stop, c'est l'occasion de voir à quoi ressemblent les roches à la base de cette ligne, quand le métamorphisme est encore faible. Déjà, un élément qui ne trompe pas, les roches sont feuilletées. Elles ont tellement été comprimées, étirées, que les minéraux se sont allongés et tous alignés dans la même direction. Un peu comme des aiguilles de boussole, dont le nord serait perpendiculaire à la compression. Ils forment des schistes avec des minéraux qu'on ne retrouve que dans les roches pimpées. Donc là, on va avoir du staurotide, qui est vraiment un minéral typique qui a une très petite zone de stabilité, genre vraiment moyenne pression, moyenne température. Et ensuite, on va avoir pas mal de grenades, donc qui sont... c'est très courant dans les roches métamorphiques de manière générale. C'est un des premiers minéraux qui vont se former en général dans les séries métamorphiques.
Et ça, on en voit un peu partout en fait. Toutes les boules que tu vas avoir. Genre là, clairement, c'en est un. Là, par exemple, il y a un grenat et on peut voir qu'il est un peu en mode rouille parce qu'il est oxydé, parce qu'il est au contact de l'air, de la pluie, etc. Et forcément, ça va l'altérer très fortement. Après, il y a tout cet aspect brillant, argenté, etc. Donc ça va être les micas, d'où le nom micaschiste, parce que le mica va être le minéral le plus abondant. J'aime bien parce qu'on voit vraiment les petits feuillets, ils sont mignons, regarde. Les petits feuillets qui brillent. Pour la prochaine destination, on vous emmène à un endroit que m'a fait découvrir mon prof de minéralogie, que je remercie en passant. Ce lieu est la raison d'être de Rock Trip. Je voulais absolument retourner sur cette plage et vous raconter ses merveilles. Est-ce que vous avez trouvé ce qui fait la particularité de cet endroit ? Ringo, le sable est rouge, tellement rouge qu'il prône l'abolition de la propriété privée. Et le sable est plein de petites billes de grenat très fines. Ça vient des roches qui sont là. La mer, les vagues, etc., ça va éroder le caillou et ça va emporter notamment les grenats. Les grenats qui sont des minéraux rouges et qui vont du coup se retrouver sur la plage. Bon, d'accord, la plage est très belle, mais quid de ces roches qui sont ce qui nous intéresse à la base ? Eh bien, elles sont un peu plus cuites que celles qu'on a vues avant. Comment je le sais ? Parce qu'elles ont toujours des feuillets, mais avec des plus grosses pépites dedans. Là, il est trop beau le Distan ici. Oh ouais. Mais la quantité de staurotides là ? Ouais, non, mais même, regarde, la concentration. Oh là là, mais ils sont énormes. Mais oui, c'est ça qui est trop bien ici. Et oui, c'est pas la même chose que tout à l'heure. Oui, c'est vraiment pas... On va avoir des grenats aussi. Les petits points qui sont comme ça. Ouais. Et en plus, on va avoir un minéral très spécial qui s'appelle le Distan. Tu vois, il y a des paquets un peu plus bleutés. Ah oui. Ici. Ça, c'est un minéral qui va plus montrer de la assez haute pression et une augmentation aussi en température. Ok. Par rapport au point d'avant. Tu penses que combien de chiens ont fait pipi là où on est Juste là. Assez pour que je ne le lèche pas. Ok. Regarde-moi ça. Ça te donne pas envie de devenir zen. Attention vague. En vrai, elle est bonne. Avant de continuer notre exploration cailloutesque, une page de pub. Merci à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo. Ce petit fantôme virtuel veille à sécuriser votre navigation sur l'Internet. CyberGhost, c'est un réseau virtuel qui vous permet de protéger votre vie privée en masquant votre adresse IP, tout en chiffrant vos données et redirigeant l'intégralité de votre trafic Internet via leur serveur sécurisé. En vous géolocalisant dans d'autres pays, il vous offre aussi l'accès à des contenus géorestreints de plus de 40 services de streaming, comme les catalogues Netflix, Amazon Prime et Disney+, pour que vous puissiez obtenir jusqu'à 50% de contenu en plus. Il vous permet aussi de bénéficier des tarifs préférentiels disponibles dans certains pays qui ne sont pas le vôtre, y compris pour vos réservations de voyage et d'hébergement. Il fonctionne sur Windows, Mac, Android, iOS et même sur vos télés intelligentes et vos consoles. Un seul abonnement vous permet de protéger 7 appareils simultanément. Vous pouvez ainsi en faire bénéficier tous vos amis. C'est ce que j'ai fait, après ça j'ai encore 6 accès disponibles. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi. Et si vous vous sentez seul, vous pourrez également papoter avec le service client en français qui est là pour vous 24 jours sur 24 et 7 heures sur 7. CyberGhost VPN, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs, y compris moi, dites donc, ça tombe vachement bien. Et grâce à mon lien en description, offrez-vous un abonnement au prix indécent de trop. Et grâce à mon lien en description, offrez-vous un abonnement au prix indécent de 2,03€ par mois avec 4 mois offerts, soit 83% de réduction. Et avec leur garantie satisfait ou remboursé, vous disposez de 45 jours pour changer d'avis. Alors n'hésitez plus, rejoignez la grande famille des fantômes du net. Reprenons notre périple le long du gradient de métamorphisme. Ici, la roche est tellement chauffée et comprimée qu'elle troque ses feuillets contre des lits. Foin de schiste, on passe maintenant à un nouveau type de cailloux, les gneiss. Aussi, on voit bien l'alternance de lits un peu plus sombres avec des lits un peu plus clairs, tu vois. Ouais. Et on a aussi cette découpe en plan. Toujours. Sauf que ce gneiss a une particularité. Il contient des grumeaux de feldspath. On les appelle des yeux. C'est pour ça qu'on appelle ça un gneiss œillet. Et c'est typique du coup d'une roche qui va avoir une origine magmatique.
Alors que si ça avait une origine plus sédimentaire, on verrait vraiment l'alternance des limes et pas des yeux comme ça. Ok. Ouais, l'œil là, il est bien visible. Ouais, celui-là, il est parfait. Ouais. Et la petite bestiole là, on la voit bien aussi. Donc, grâce à ces yeux, on sait que notre roche était au départ une poche de magma qui a refroidi en profondeur avant de se faire recuire les fesses en chaleur tournante. Et en plus, on peut savoir à quel thermostat, grâce à un petit minéral. On va avoir dans les lits sombres un minéral spécifique qui s'appelle la silimanite. Et donc c'est un minéral caractéristique des très hautes températures. Et ça se voit à l'œil nu la silimanite? Alors là c'est très dur parce que les cristaux sont vraiment tout petits. Je regardais à la loupe tout à l'heure et dans les lits un peu plus sombres du coup, on a quelques petits cristaux allongés de silimanite, mais il faut vraiment aller les chercher. Okay. Ça on va surtout les voir au microscope après en fait. Ok. Donc toi ce que tu ferais ce serait de récupérer un échantillon sur le terrain si tu faisais ça. Ouais. De faire une lame mince, donc couper la roche, c'est ça, C'est et ça. d'observer au microscope. On coupe la roche à quelques micromètres, ça fait une petite lame très fine et on met au microscope et la lumière qui va passer au travers les minéraux, ça va nous donner plein d'informations sur ce qu'il y a dans la roche. Ok, ça marche. Et cette silimanite n'est autre que le distène qu'on a vu juste avant sur la plage. Ces deux minéraux ont la même formule chimique. Simplement, selon la température et la pression à laquelle la roche est exposée, le tas d'atomes peut s'agencer de différentes manières. Andalousite, distène ou silimanite. C'est ce qu'on appelle des minéraux polymorphes. Si je te refais le graphique pression, température de tout à l'heure, chaque minéral qu'on va voir va avoir une zone de stabilité dans cette zone pression, température. Cette partie-là, on va avoir le distène de stable. Cette partie-là, on va avoir la silimanite de stable. Et cette partie-là, c'est un minéral qu'on ne voit pas aujourd'hui, c'est l'andalousite qui va être stable. Okay. Donc ça, ces trois minéraux, c'est exactement la même composition chimique, etc. Okay. Et suivant la température, tu vois, par exemple en basse pression, ça va être de l'andalousite. En haute température, comme on a vu sur les gneiss, ce sera de la silimanite. Et dans moyenne température et plus haute pression, ce qu'on a vu sur la plage, ce sera du distène. Ok, donc par exemple, j'ai une recette de cuisine, j'ai les mêmes ingrédients. Si je le fais cuire au grill, au four très fort, ça donne du distène. Non, grill trop fort, ça sera de la silimanite. Silimanite. Ouais. Et si je fais bain-marie tranquille, ce sera de l'andalousite. Ouais, voilà. Ok, ça marche. Plus ou moins. Après, on a chaque minéral. Donc, par exemple, si on prend le storotide, qu'on a vu aussi au premier arrêt, lui, sa zone de stabilité, c'est à peu près en plein milieu, comme ça, tu vois. Ok. Donc déjà, en sachant qu'on passe de là à là, on peut faire, tu vois, une flèche. Donc au départ, ça part de zéro. De zéro, on fait une flèche qui va à peu près comme ça. Et on sait que la roche est passée de ces conditions à ces conditions au cours du temps. Ok. Voilà. Après, il y a beaucoup d'autres trucs. Par exemple, on a le grenat qui va apparaître comme ça à peu près. Tu vois, là, on peut dire qu'il commence à avoir du grenat. On peut dire, par exemple... Grenat, c'est une autre composition chimique que ce qu'on a vu là. Oui, c'est ça, bien sûr. Donc tu superposes plusieurs... Là, je te superpose plein de trucs. Ouais, le storotide, c'est aussi un truc différent. Donc en gros, concrètement, ce que vous faites, c'est vous prenez une roche, vous analysez les minéraux qu'il y a dedans et vous dites... Voilà. Comme il y a du grenat, du machin, du truc, on est situé dans cette zone. C'est ça, en fait, c'est un peu comme une carte des minéraux, des possibilités de minéraux pour une composition chimique donnée. Ok. Donc pour la roche qui a cette composition chimique, on regarde sur la carte où est-ce qu'il est possible de former cette roche. Et chaque point, imaginons, je prends le point qui est ici, aura une température et une pression donnée. D'accord. Et ce sera, on prend le maximum. Ouais. Et c'est le maximum que la roche a pu subir. D'accord. Et est-ce que vous arrivez à reconstituer la roche de départ avant sa transformation ? Oui, ça passe aussi par l'étude des minéraux, des textures, etc. Comme le gneiss qu'on a eu tout à l'heure, les yeux blancs, c'est systématique d'une roche d'origine magmatique. On appelle ça un orthogneiss. Et on peut avoir un paragneiss, par exemple. Donc ça, c'est l'équivalent pour des roches sédimentaires qui ont été chauffées. D'accord. Et là, il n'y a pas les yeux blancs, mais il y a quand même cette alternation de blanc et de noir. C'est typique des gneiss. Ok, c'est l'apartheid de la roche. Voilà donc comment les scientifiques parviennent à reconstituer l'histoire d'une roche métamorphique. Mais il reste encore une étape à notre voyage initiatique. Et elle est à chercher du côté de notre diagramme PT. Oui, c'est son nom, j'ai même pas de blague à faire. Hop là, ça va être le moment où la roche va commencer à fondre. Genre il y a tellement de température que la roche elle peut plus rester solide entre guillemets et elle va commencer à fondre. On appelle ça genre le solidus ou la limite d'anatexie. C'est à partir de là qu'on va commencer à créer un nouveau magma par exemple. Ok. Un magma qui peut encore garder des bouts solides. Oui, c'est ça. Ouais, on a de la partielle, fusion partielle.
Comme je vous avais dit que ce coin est vraiment le paradis du géologue, figurez-vous qu'on y trouve aussi des roches mi-fondues, on les appelle des migmatites. Et munis de notre carte géologique, on est allé à leur rencontre. On va partir à la chasse aux cailloux. On sait pas exactement où, mais on sait ce qu'on cherche. En fait, ce que je veux, c'est aller taper le rose qui est en haut, là. Et on est où là, à peu près? Là, le petit point, il est là. On remercie le BRGM pour l'appli Infoterre et leur super carte géologique. On va pas tarder à arriver dans l'unité qu'on cherche. Donc à partir de là, il faudra juste ouvrir les yeux sur le bord de la route et espérer tomber sur exactement ce qu'on cherche. Ouais, regarde tout ça là, c'est pas mal. J'aime bien, mais c'est très altéré. Je me demande si... Si on a des belles figures qui peuvent le rappeler. Je suis assez confiante qu'il y ait des marques de fusion partielle comme on cherche, mais comme les plans sont orientés comme ça et que nous on veut les voir dans l'autre sens, il faut qu'on se tourne pour regarder une roche dans le sens là. Et là du coup en face là-bas, on peut voir qu'il y a un gros tas de cailloux posés sur la petite colline, donc à mon avis on verra beaucoup mieux. À mon avis on est pas mal. Ah c'est nickel là. C'est ça? Ouais, regarde, là on voit vachement bien. Déjà la roche a un aspect un peu chewing-gum, parce qu'elle va être ce qu'on appelle ductile, c'est-à-dire un peu malléable à cause de la température et elle va pas se casser, tu vois. Et on va avoir plein de bandes noires et plein de bandes blanches. Ce qui est noir, c'est ce qui va rester de la fusion de la roche, et ce qui est blanc, ça va être le nouveau produit fondu qui a recristallisé. Et du coup, tout ça en une même roche, c'est assez stylé. Incroyable. Oui, j'aime bien parce qu'on voit vraiment, tu vois, le quartz. Tu vois, le quartz qui suit le long de la ligne comme ça, et il se déforme avec le reste. Tu dis si tu veux un doigt, Alex. Ça, c'est aussi une roche métamorphique? C'est le point extrême, on va dire, du métamorphisme, parce qu'elle commence à fondre. Ça crée aussi une nouvelle roche, vu que tu as une partie des minéraux qui fondent. On est vraiment au tout extrême du gradient, quoi. C'est ça. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout. Et si ici la roche s'identifie à un chewing-gum, c'est qu'elle est double métamorphisée. En plus d'avoir pimpé sa ride à l'échelle régionale, voilà pas qu'après ça, Cristina Cordula est arrivée. Sous la forme d'une poche de magma souterraine qui refroidira plus tard en granit, elle a chauffé notre roche. Et avec tout ce qui lui est arrivé, c'était trop. Notre caillou a commencé à fondre. C'est le burn-out minéral. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les réactions métamorphiques qu'on va avoir, c'est pas normal. Genre ça se passerait jamais dans un contexte de gradient de température normal, d'une lithosphère, etc. Tu vois. Il se passe forcément un événement tectonique ou intrusif, ou les deux, pour provoquer ces changements brutaux d'environnement, de conditions qui font en sorte que la roche doit se rééquilibrer d'une manière ou d'une autre. Ok. Bon, ce coup-là, on s'est fait toute une ligne sur le diagramme. Drogué! Et la beauté de la chose, c'est que, surprise, ça va pas forcément que dans un sens. Au fil de notre périple, on voit comment les roches peuvent être transformées. Est-ce qu'on peut imaginer un phénomène dans l'autre sens? Est-ce qu'on peut retrouver la roche de départ, par exemple? Elle peut se reformer? Pas totalement. En fait, ça va dépendre de la vitesse d'exhumation. Si ça va passer de très profond à la surface très rapidement, la roche va pas avoir le temps de se rééquilibrer chimiquement. Alors que si c'est fait assez lentement, on va avoir pas mal de minéraux qui vont se former, mais du coup des minéraux, par exemple, plus basse température, plus basse pression, qui vont s'ajouter à la roche. Donc ça, il faut bien comprendre quand est-ce que ça se forme pour pas les mélanger aux minéraux qui se forment pendant l'augmentation. Mais on voit pas mal de minéraux qui se forment tardivement après pour un rééquilibrement de la roche dans l'autre sens, du coup. Si c'est fait lentement, évidemment.
Là, ça a été fait plutôt rapidement parce qu'on voit toujours des minéraux de grande température et de grande pression. D'ailleurs, ce phénomène qu'on appelle la rétromorphose, les géologues de Bureau GDA m'en avaient parlé en Corse, puisque leur job, c'est de repérer l'amiante qu'on trouve dans les schistes verts. Or, sur le terrain, ils doivent aussi jeter un œil aux schistes bleus, parce que parfois, des bouts sont redevenus des schistes verts en remontant, et du coup, ils peuvent être porteurs d'amiante. Là, t'as des fibres. Ouais, là t'as justement ces veines d'albite qui recoupent ces schistes bleus. En bordure, on voit qu'il y a un minéral qui a cristallisé en fibres. Et en général, c'est de l'actinolite amiante. Ça fait genre des peignes, tu vois. Et puis là aussi, tu vois. Ah oui. Autour. Ok. Tu vois quelque chose qui est peigné, qui est perpendiculaire aux épontes. C'est de l'actinolite probable. Et albite, c'est le vrai nom ou c'est pour la blague? Non, c'est le vrai nom. Et c'est vrai que les géologues parlent souvent de l'albite de cheval. D'accord. C'est pour les roches. Merci. Donc c'est le genre de détail sur lequel il faut faire attention. On est dans les schistes bleus, on s'inquiète moins, mais il peut y avoir de la rétromorphose à travers ces filons qui donnent de l'actinolite amiante. Voilà. Comme quoi, la géologie, ça sert à tout. Et si je vous parle de la Corse ici, c'est pas par hasard, c'est parce qu'elle a subi le même type de métamorphisme qu'on observe ici. Mais pourquoi diable vous parlez-je de roches qu'on n'a pas du tout vues ici alors? Eh bien tout simplement parce que même si le four était le même, on n'a pas mis les mêmes ingrédients dedans et du coup on obtient des gâteaux complètement différents de part et d'autre de la Méditerranée. Si ici les roches de départ sont acides parce que c'est des sédiments issus du continent, en Corse elles étaient basiques parce que d'origine océanique. Voilà pourquoi sur le diagramme PT on obtient un truc qui n'a rien à voir. Comme la chimie de base est complètement différente, le produit d'arrivée est aussi complètement différent. Et c'est aussi, entre guillemets, des indices qui nous permettent de remonter à la roche de base plus facilement. Et si ces roches intéressent de près les géologues, c'est parce que les plus vieilles roches qu'on connaisse sont très souvent métamorphisées. Elles en ont vécu des choses. Et elles sont aussi prêtes à les raconter. Parce que c'est ça le travail du géologue, savoir lire les cailloux et en extraire leur histoire avec un grand H. Et même avec des dates, puisqu'en analysant des minéraux contenant des éléments radioactifs, comme de l'uranium ou du potassium, les scientifiques parviennent à dater la formation d'un minéral et ou son relooking. Et le roi ici, c'est mon petit minéral fétiche dont je vous avais déjà parlé, le zircon. En grandissant, il forme comme des cernes sur un tronc d'arbre. Ça, on peut le voir avec un système qui s'appelle la cathodoluminescence, où tu vois le petit cœur du zircon, comme il était au départ, et après toutes les différentes phases de cristallisation du zircon au cours du temps. Et après, comme on a des petits lasers, si on tape à différents endroits, par exemple au milieu comparé au bord, du coup on va avoir un âge différent. Il suffit de l'interpréter après en fonction du reste de ce qu'on voit. Et c'est d'ailleurs grâce au zircon qu'on a pu dater la naissance de la Terre, rien de moins. Bref, le métamorphisme, c'est pas simple, mais c'est tellement intéressant. C'est peut-être aussi parce que c'est compliqué que ça me fascine un peu, parce que j'ai pu en filmer pas mal des roches pimpées et j'aime bien quand tout se recoupe. Il y a la fameuse amiante corse, mais aussi en Afrique du Sud, j'ai eu la chance de visiter un cratère de météorites et d'y observer les traces de ce métamorphisme si particulier. Et on va en revoir bientôt dans l'épisode sur l'or de Guyane. Avec tout ça, si vous aimez les roches métamorphiques, vous devriez être repu pendant un moment. Sur ce, bonne dégustation et à bientôt pour un prochain épisode de Rock Trip à la destination mystère. Et n'oubliez pas d'aller zioter notre partenaire CyberGhost VPN pour protéger votre vie privée et débloquer des contenus exclusifs. Cliquez sur le lien en description pour profiter de 4 mois offerts. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours.